tout le monde, bienvenue dans le premier épisode de la rentrée. C'est à mon tour de me retrouver seul, abandonné de notre chère petite Virginie. Ce mois-ci, retour des chroniques, avec Hades Descent, Treponempal, 1056, Derweg Einer Freyet, je crois que ça se prononce comme ça, ou alors je ne vais pas être trop loin, Stone Jesus, puis la rubrique Metal Explorer, ainsi que des chiffres ou des lettres, et un petit plus dont on se sentait obligé de parler pour la fin. Vous l'aurez deviné, un petit mot pour Audi. Et ça a été écrit par Virginie. Et moi j'ai vu ma vie à pile ou face. On va commencer avec Hades Descent, qui a sorti son album The Monolith le 4 septembre chez Atlas Creative. Concept album sur l'histoire d'un voyageur venant d'un futur dystopique qui quitte sa planète mourante afin de retourner dans le passé en espérant empêcher la tragédie de se répéter. Ça me rappelle de vieux films de SF, cette petite histoire. N'est-ce pas, McFly? L'album a mis 5 ans à se produire, mélangeant death mélodique et symphonique. N'étant absolument pas fan de death sympho, et d'un peu tout ce qui est metal sympho en général d'ailleurs, ça passe plutôt pas mal. Bon, sur les 50 premières secondes, je me suis quand même dit, bordel, c'est quoi cette daube pleine de point de clavier encore? Ouah, c'est laid! Puis commence le chant, ça va déjà vachement mieux, même s'il y a toujours ces foutus Point. Mais on s'y fait et ça passe. 3 guests sur cet album. Brian et Carl de Nile, Björn de Soilwork, rien que ça. 9 titres dont le premier, Tomorrow is Dead, prépare le terrain pour la fuite du voyageur, puis les morceaux racontent son histoire alors qu'il recherche le monolithe, pierre gravée symbole qui décrivent le chemin vers l'avenir. Sur sa route, il va rencontrer des tribus, participer à des raids, des guerres, adopter un mioche. Bref, un peu comme dans Ulysse 31, version métal avec une balade dans le passé. Certains passages me font penser à de vieux albums de Cradle, et d'autres à de plus ou moins vieux groupes qui n'ont pas spécialement marqué ma mémoire. L'album vaut vraiment le coup d'être écouté, au moins 1 ou 2 fois, mais personnellement, d'ici le mois prochain, j'aurais sûrement oublié son existence. Nous avions laissé Treponempal sur une très bonne prestation à la Temple le dimanche de l'édition 2023 du Hellfest. Les parrains de l'Indus français y avaient alors défendu Screamers, leur 8e album sorti en mars précédent. Souvenons-nous, ce très bon album s'ouvrait sur un sample de Running with the Devil de Van Halen, suivi d'un dub vertigineux sur tempo lent intitulé The Fall. 2 ans plus tard, les Trépos nous sont revenus tout d'abord en janvier avec un EP de reprise intitulé Life Inside, puis ce 5 septembre avec leur 9e album studio. Celui-ci est baptisé World Citizens, soit le credo depuis plusieurs décennies de personnes plutôt optimistes et confiantes en l'être humain. Le titre semble, de façon peut-être ironique, quelque peu contrasté avec la pochette de ce nouveau disque. Une tête de mort ou de reptile, rouge et agressif, des plus hostiles. Treponempal apprécie visiblement les têtes grimaçantes et menaçantes sur les pochettes de ses disques. Celle de Screamers était pour mémoire le visage d'un samouraï furibard dessiné par leur ami tatoueur. Le monstre sur celle de World Citizens est presque le même que celle de leur EP paru en janvier. Cette fois-ci, la mascotte mi-tête de mort, mi-reptile garde les yeux grands ouverts, très certainement sur le monde actuel. En tout cas, c'est le même artiste qui a conçu ces 2 dernières pochettes, tout comme il avait dessiné celle de Rockers Vibes, leur album de reprise publié en 2017. Sur le plan musical, l'album commence cette fois-ci sur les chapeaux de roue avec le très bien nommé Back in the Game. Un morceau indus caractéristique de la marque Treponempal. C'est du rock metal industriel ouvert d'esprit, pas comme moi, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à lorgner vers d'autres musiques comme par exemple la jungle. Le chanteur et principal compositeur, Marco, met en effet sa très vaste culture musicale au service des chansons. Les voix ne sont jamais monocordes et notre homme s'y connaît en confection de mélodies et d'effets vocaux. Nous venons d'évoquer les mélodies, mais il s'avère que les plans de guitare ne sont pas en reste, à l'image entre autres du riff trépidant de Social Case. Le premier single, dévoilé en juin dernier, est la 5e piste de l'album. Elle est intitulée Humble Like the Lion. Elle s'ouvre sur une guitare vitaminée funky, une cocotte qui se transforme en riff façon Killing Joke. La voix aux intonations presque gothiques de Marco tonne sur fond de musique électro. Il s'agit probablement de leur meilleur single depuis 2 ans en fait. C'est dire si nos 7 hommes connaissent parfaitement leur job. Ils parviennent à créer du neuf sans renier d'un iota ce qui fait leur son. À ce propos, ce n'est pas galvaudé de dire que celui-ci est unique au monde parisien.
Sur son site internet, le groupe nous dit fièrement que ce 9e album semble partiellement exhumé d'un autre temps, mais résonne pourtant parfaitement dans le monde présent. C'est vrai. Il ajoute tout aussi fièrement une pertinence à mettre au crédit de Marco, dont la voix vieillit tout en conservant une colère juste et d'actualité, ainsi qu'à celui d'une production rutilante. C'est tout aussi vrai, à ceci près que la production nous semble simplement correcte, le mot rutilante étant quelque peu exagéré. Oh. En conclusion, tant dans la composition, l'interprétation que le sonore, World Citizens s'inscrit pleinement dans la continuité de Screamers. C'est un disque de rock metal industriel français de bonne facture, conçu par un collectif rodé et en forme, qui visiblement sait faire fi des modes. Selon nous, un des 2 ou 3 disques français de l'année. Ten56 nous pond son second album, I.O., également sorti le 5 septembre chez Out of Line Music. Des morceaux assez vénères, il faut bien l'avouer. Même si parfois on a l'impression de passages rappés sur Pig par exemple, seconde chanson de l'album. Plusieurs passages lors de festivals en Europe et Amérique du Nord entre autres. Le groupe nous dit: avec I.O., nous avons pris les fondations caractéristiques sur lesquelles nous avons construit notre premier album et nous avons poussé les montagnes russes émotionnelles, tordues, vulgaires et vulnérables encore plus loin. Nous espérons vraiment que les gens apprécieront le voyage que nous avons créé avec ce 2e album. Personnellement, il faudra juste retirer la voix claire qui fait ces petits passages, comme sur Snap and Neck, dont le clip est sorti en même temps que l'album, et que vous pouvez donc retrouver sur YouTube. Mais bon, les petites voix d'enfants, cela va avec presque tous les trucs se terminant par corps. Il faut aimer ce côté « on est des gros méchants !» Mais on vous offre des roses parce qu'on est quand même des gentils. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Mais bon, les goûts et les couleurs. Pour en revenir à l'album lui-même, je pense que si vous aimez ce style, il n'y a pas à être déçu. Tout est là pour en prendre plein la tronche. N'hésitez surtout pas à sauter dessus, ça vaut le coup. Et si vous le pouvez, allez donc les voir en concert. Ils vont défendre leur petit dernier sur plus d'une 15aine de dates. C'est toujours un réel plaisir de retrouver Nikita Kampras et Derwegainer Freyet. Enfin, plaisir, sauf pour la prononciation. Le chanteur-guitariste au cri de perdu et son quatuor de black metal avant-gardiste publie Inerm le 12 septembre chez Season of Mist. Dans la langue de Goethe, Innern veut dire à l'intérieur. Rien à voir avec le film. Oui, c'est pourtant pas mal. Nul doute dès lors que Nikita va une fois encore s'adonner à l'introspection, son passe-temps préféré. Quoi de neuf, docteur? Et c'est ce qu'il fait tout au long de ces 6 pistes de durée oscillante entre 2 et 10 minutes. La pochette d'emblée interroge. C'est une bouche métallique, d'entrée ou de sortie, rougeoyante, garnie de dents pointues, presque rouillées. Est-ce par ce conduit acéré qu'il faille rentrer à l'intérieur? Cela en disant sur l'effort d'introspection à réaliser. Tripophobe et claustrophobe, nous vous conseillons de passer votre chemin. Selon le Cérébral Nikita, Innern signifie intérieur. Waouh. Le terme capturant parfaitement l'essence de ce disque. Une méditation sur la souffrance, la transformation et le processus intime d'évaluation personnelle et de renouvellement. Derweg, ouais, je dis plus en entier, c'est relou. Voulant dire le chemin de la liberté. Il y a très certainement une idée à creuser là-dedans. Comme une relation à établir entre le nom du groupe et cette démarche libératoire. Innern commence sur Martyr, intitulé allemand qui veut dire supplice. Musicalement, ce n'est pas du tout le cas. Cette première piste n'est pas du tout une bourrelle. Si la trame est black metal, la production s'avère presque feutrée, moderniste. Il y a de discrètes nappes de synthé aussi. La batterie semble sur ce morceau moins agressive qu'auparavant. Elle est tantôt démonstrative, tantôt faite de roulements destinés à accompagner le chant. Certes, la voix d'écorché vif est toujours là, mais elle sonne un peu moins aiguë que d'accoutumée. Elle voudrait presque nous expliquer quelque chose. La construction de ce morceau inaugural est complexe, réflexive, progressive. En bref, cette torture qui n'en est pas une s'écoute sans heurte. C'est un moment remarquable de métal extrême progressif. L'introduction de Xibalba qui suit vient chasser sur les terres de Rotting Christ et celle de Primordial. Il s'agit d'une piste également très intense, plus métallique que la première, plus proche en définitive du black allemand façon Imperium, Decadenza. La production, le jeu de batterie et les intonations sont, de même, complètement différentes de celles de la première. La voix se fait cette fois autoritaire et vindicative, à l'exception des incantations qui achèvent cette épopée sonique et conceptuelle d'une durée de 10 minutes et 7 secondes. Cette procession atmo est très belle.
L'introduction d'Eos dure quant à elle 3 minutes 10. Elle est longue, complexe, torturée et admirable. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Et si cette partie du disque symbolisait à elle seule son titre, sur le bien nommé fragment, la voix de Nikita se fait douce et quelques notes de sa guitare se font presque bluesy. À noter sinon la présence de Finistère 3, la piste la plus courte de ce ténébreux et splendide album. Pour mémoire, Finistère était le titre de leur LP de 2017, ainsi que celui d'un de ses morceaux les plus féroces, Finistère 2, était celui d'une gentille partie de guitare acoustique parue sur leur album de 2021. En l'occurrence, Finistère 3 est un simple instrumental de notes graves au piano, presque l'antichambre du morceau final nommé Forlorn. En conclusion, ces 6 pistes démontrent, si besoin, la maestria d'un groupe et sa tête pensante. Inerm est un disque de black metal inspiré, envoûtant et méditatif. C'est également une musique contemporaine qui n'en renie pourtant pas l'essence du black metal. Il s'agit d'une des réussites du genre pour ce cru 2025, et peut-être leur meilleur des 6 LP parus à ce jour. Enfin, nous vous signalons que Nikita et Derweg seront en concert à l'Empérage de Grenoble le 27 septembre, puis au Petit Bain de Paris le 28. Romain les ayant vus dans 3 salles différentes, nous vous recommandons cette démonstration de métal extrême placée sous le signe de l'introspection. Loin des blockbusters et autres plans marketing, le disque de la rentrée est probablement Songs to Sun des Ukrainiens de Stoned Jesus. Le 6e album du trio stoner formé à Kiev en 2009 sera commercialisé ce 19 septembre par Season of Mist. Il est annoncé comme le premier volet d'une trilogie en cours de confection. D'une durée d'un peu plus de 40 minutes, Songs to Sun est lui aussi composé de 6 morceaux qui s'étendent sur des durées variantes de 5 à 10 minutes. La très bonne production est signée du chanteur Igor Sidorenko au Monochrome Studio situé en Pologne. Sa voix est comme d'accoutumé à la fois austère et solaire. Elle oscille entre mélancolie et luminosité, un peu à la manière de Feu Chris Cornell. Ces 2 caractéristiques constitueront cette fois-ci les 2 seules véritables constantes de ce travail pour le moins réfléchi. Le chanteur, qui est également multi-instrumentiste, semble également s'être complètement laissé guider par son inspiration. Car en plus d'être étendues, ces 6 pistes sont diverses, hétérogènes, faites de montées et de descentes, d'apathie et de tension. Songs to Sun s'ouvre sur les 3 accords d'un très long blues mélancolique qui se nomme New Dawn. Shadowland, qui le suit, est basé sur un riff de guitare entêtant, pioché quelque part entre Black Sabbath et Soundgarden. Il avait d'ailleurs été choisi comme single à la fin du printemps dernier. L'auditeur ou l'auditrice ne pourra qu'apprécier les diverses mais homogènes ambiances qui se dégagent de Songs to Sun. Ce remarquable album est reposant. Il se referme, ou plutôt se retrouve progressivement enseveli sous le presque acoustique Quicksand, un plan route d'une durée avoisinant les 10 minutes. À titre de comparaison, cette chanson aux paroles désespérées n'aurait, instrumentalement parlant, guère dépareillé sur Led Zeppelin 3, taciturne, organique, idéale pour la saison d'automne qui commence. Songs to Sun ne comporte visiblement aucun hit, aucun tube, comme par exemple le virevoltant Here Comes the Robots, figurant sur un de leurs albums précédents. En définitive, Stoned Jesus ne regarde pas vers le passé, ni même vers le futur, mais se contente simplement de tracer sa route, sans être en tout état de cause troublé par le monde extérieur. D'ailleurs, See You on the Road est l'intitulé d'une autre de ses 6 intéressantes compositions. Pour finir, nous vous informons être en possession de la chaussure qu'Igor a lancée dans le public lors de son passage au dernier Hellfest, le samedi dans l'après-midi. Un ami d'Arstenroll nous l'avait confié le soir même, à charge pour nous de la lui rendre dès que possible. Bien entendu, nous vous tiendrons informés du destin de la tatane d'Igor. Après l'Europe centrale et orientale, après le sous-continent indien et le Botswana, Metal Explorer vous emmène ce mois-ci à Brantford, dans le Connecticut. Nous avons vérifié pour vous ce petit état touristique du nord-est des États-Unis, situé à 2 heures de voiture à l'est de New York, n'est peuplé que de 3 500 000 âmes. Une petite bourgade, quoi. Le Connecticut n'a jamais été un grand pourvoyeur de groupes. Seuls les Corroded Breed et The Youth of Today sont les artistes véritablement connus à l'étranger, ce qui fait pas baiser. Les 3 genoux de The Problem with Kids Today vont-ils quelque peu infléchir la tendance? Il est certes trop tôt pour le savoir. Mais il est certain que c'est ici et maintenant que vous en entendrez parler pour la première fois.
Tate Brooks, Silas Lorenkolang et la batteuse Rinayu ont uni leurs forces il y a 5 ans et pratiquent un punk rock garage des plus trépidants. Ils ont sorti Take It le 22 août dernier. Il s'agit de leur 3e album. La production de ce disque est signée par Joe Lemieux. On remarque d'emblée que celle-ci est de classe internationale et qu'elle épouse parfaitement les canons du genre. La musique de The Problem with Kids Today fait d'abord penser à celle des premiers Hive, parfois à celle des Waste Strips, et certains plans évoquent les vents passes à l'auditeur français. Iggy and the Stooges ne sont également jamais très loin. On pense enfin au punk rock originel de la scène new-yorkaise de la fin des années 70. Les 3 larrons savent parfaitement agencer leurs 3 accords afin de composer de teigneuses chansons punk rock. Un morceau comme Don't Lose Yourself et son chorus de guitare dégage quelque chose de romantique et d'attachant. A Star Child, qui semblerait avoir pour sujet le légendaire guitariste de Kiss, est par exemple une décharge rock'n'roll d'excellente qualité. Même s'ils ne révolutionnent pas le genre, car ce n'est pas du tout leur volonté, nos 3 nouveaux amis fourmillent de bonnes idées et dégagent une très forte authenticité. En définitive, c'est une sympathique carte postale du Connecticut d'aujourd'hui, bourrée d'énergie juvénile, que The Problem with Kids Today vient d'adresser au monde entier. Nous vous conseillons de jeter un œil, ou plutôt une oreille, à Take It. Des chiffres ou des lettres avec le Motocultor ce coup-ci. Incontournable temps fort de l'année métal en France, celui que l'on appelle le petit frère du Hellfest a tiré les rideaux sur son édition 2025, le dimanche 17 août au soir. Artenroll y était et vous résume le fest en reprenant tour à tour les 10 lettres composant le nom de ce festival breton. M comme Machine Head. Dimanche 17 août 2025, minuit, ce sont les Américains de Machine Head qui ont achevé cette 16e édition, sur la Dev Stage et par une chaude nuit d'été. Les hommes de Rob Flynn avaient été annoncés dès le dimanche de l'édition précédente comme tête d'affiche pour 2025. Il semblerait que la présence de ce groupe ait contribué au succès en termes d'affluence pour ce dimanche. Plus de 17 000 personnes, soit un record pour le Motocultor. Les festivaliers ont adoré la prestation et l'ambiance de cette ultime des 100 concerts offerts cette année. O comme organisation. L'organisation du Motocultor a longtemps été source de controverses, de critiques et de blagues au sein de la communauté métal française. Le nombre et l'entretien des commodités avaient, entre autres, cristallisé durant des années nombre de discussions plus ou moins sympathiques à l'encontre de celui-ci, principalement sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Il semblerait toutefois que depuis 2 ou 3 éditions, les choses se soient améliorées. Certes, tout n'est pas encore parfait. Il faudrait par exemple davantage communiquer sur les conditions ainsi que la date limite de remboursement du cashless, car une simple annonce sur les réseaux sociaux officiels ne suffit pas à informer correctement l'ensemble des festivaliers. Et non. De même, les bénévoles ne sont pas toujours en mesure de renseigner les festivaliers quant au qui fait quoi, comment faire et où peut se situer tel ou tel service sur le site. Ce relatif manque d'informations et de ressources matérielles fut toutefois compensé, au cas par cas, par la bonne volonté, la souplesse ainsi que la débrouillardise des bénévoles et des organisateurs. T comme tarif. Le pass 4 jours était fixé à 190 € hors frais de loc, le pass 1 jour à 69 € également hors frais de loc. Sur place, les prix des deux étaient respectivement fixés à 200 et à 75 €. Il y avait également des tarifs réduits à 100 et 37,50 € pour les moins de 18 ans sur place. Le pass culture était accepté et l'entrée était gratuite pour les moins de 12 ans. Sans entrer dans certains calculs ainsi que certaines comparaisons et considérant la qualité de l'affiche, le Motocultor propose des tarifs qui font de lui un véritable rassemblement populaire de qualité. O comme ombre, un truc qui manque pas mal en général. 2025 fut répertorié comme le 3e été le plus chaud de ce siècle caniculaire. À ce titre, les températures régnant sur la plaine de Kerampouil, du mercredi 13 au dimanche 17 août, ont parfois avoisiné les 36 degrés. L'eau, y compris en bouteille, a été distribuée en quantité adéquate par le festival, les bénévoles et la sécu, notamment dans les premiers rangs et les bars. De même, les lavabos étaient disposés à proximité des 2 scènes principales. Les nombreux arbres situés non loin des 2 autres scènes ont par ailleurs permis d'abriter beaucoup de festivaliers sans promiscuité. Néanmoins, il serait peut-être profitable d'aménager un petit peu plus d'ombre pour la prochaine fois. C'est comme camping. Ce n'est un secret pour personne, le camping du Motocultor est l'autre endroit où tout se passe. Une fois encore, tout s'est déroulé dans la joie, la fraternité et la bonne humeur.
Parallèlement à cela, le Camping 2, dit Camping VIP, gagne de son côté en popularité. Il est équipé de douches et de sanitaires remarquablement laissés en l'état par les festivaliers et parfaitement entretenus par les bénévoles. D'un calme olympien, il est accessible aux personnes à mobilité réduite ou moyennant l'achat d'un pass 4 jours ou 1 jour de valeur respective de 270 et 130 €, incluant bien entendu l'accès au site et au concert. Heureusement. U comme unité dans la diversité. C'était la devise du président indien Nehru, c'est également celle de notre Union européenne, et il semble qu'elle pourrait fort convenir aux motoculteurs depuis ses débuts. En une seule journée, pour prendre l'exemple du jeudi 14 août, parvenir à faire se succéder le plus naturellement possible, sans souci et sans critique, le métal sexy des américaines de Dogma, les enfantillages bienveillants et intergénérationnels d'Eldebert, le grain scatophile des Tchèques de Gitalax, le thrash metal industriel de Nelbomb et le jazz progressif des Français de Magma relèvent de la force tranquille, voire de l'alchimie parfaite. Elle comme Locomarté. C'était le dimanche à 15h30. Les franciliens de Locomarté ont remporté, nous semble-t-il, le plus gros succès populaire de cette édition 2025. On attestait notamment le nombre de shorts et de t-shirts noirs et blancs frappés du logo du Quatuor des Faux Mexicains. La poussière devant la Suppositor Stage a été soulevée en quantité industrielle. Le public a littéralement mangé dans les mains de Nico Loco et de ses amigos. Ils ont été finalement rejoints sur scène par le parrain du métal français, Monsieur Stéphane Bullier, qui nous a paru enchanté de passer symboliquement le témoin à ses thrashers plein d'entrain et de ressources. Pour nos 4 amis essoniens, il semble bien que ce passage au Motocultor fut le concert de la consécration. T comme tête d'affiche. Les moyens financiers du Motocultor classent celui-ci au rang des festivals européens de taille moyenne. À ce titre, les affiches que l'événement breton propose sont d'une édition à l'autre de très bonne tenue. Au rang des cadors de 2025, outre Machinez évoqué plus haut, on citera volontiers les Italiens gothiques et lyriques de Lacuna Coil, le pape des rythmiques trash metal Kerry King, les Écossais Shoegaze Mogwai, à ne pas confondre avec le petit Mogwai qu'il faut pas nourrir après une certaine heure, les Marseillais metalcore de Landmark, mais aussi Extreme, Trivium, Carpenter Brut et encore Dimmu Borgir et bien d'autres. O comme Ordre de Malte. Les guêpes ont sévi aux alentours de la fosse et du pit photo. Un grand merci au stand de premiers soins animé avec professionnalisme et humanisme par les secouristes de l'Ordre de Malte. R comme rendez-vous en 2026, fidèle à sa très louable habitude, le Motoc a annoncé une partie de son affiche pour l'édition 2026. Dès le midi du dimanche de cette édition 2025. Y figureront notamment Airborne, petite pensée pour toi Virginie, Godsmack, Death Angel, Death7, Froglip, Soen, Steven Seagull ou encore Vader. Le restant des participants nous sera dévoilé tout au long des 12 mois qui nous séparent de l'événement. Pour notre part, nous irons voir, si nous le pourrons, les Trashers sudistes de Municipal Waste et les Canadiens intransigeantes de Kitty. À l'année prochaine. Comme dit au début, un petit plus à la fin de cet épisode. Donc cet été a été marqué par la perte de notre bon vieil Ozzy Osbourne, seulement 2 semaines après son concert mythique et bouleversant à Birmingham, qui avait rassemblé pas moins de 45 000 personnes, sans compter les millions de fans en ligne qui ont suivi ce marathon musical pour ses adieux. Ça tenait à cœur à Virginie d'en parler car elle était à Birmingham la veille du concert et elle a pu ressentir tout l'engouement et le respect que la ville lui portait. Elle était à Cardiff pour voir Slayer et elle n'avait pas ses billets pour ce moment légendaire. Moi pauvre petite. Pour cet épisode de la rentrée, elle voulait rendre hommage à Ozzy, le prince des ténèbres, le parrain du heavy metal et tant d'autres surnoms qui lui ont été attribués tout au long de son existence. Tout commence avec Black Sabbath, formé en 68 à Birmingham par Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward. Le groupe venait d'Aston, un quartier ouvrier marqué par les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. Leurs premiers albums, notamment Black Sabbath en 70, ont posé les bases du métal. Des morceaux comme Paranoid, Iron Man, War Pig sont devenus des hymnes que tout métalleux digne de ce nom connaît. Après, on n'est pas obligé d'aimer, mais c'est comme ça. Des générations de musiciens à travers le monde se sont inspirés de ce son novateur. Birmingham reste profondément attaché à ce groupe et à chaque coin de la ville raconte un peu de son histoire. Sans Black Sabbath, le métal d'aujourd'hui n'existerait pas. Après Black Sabbath, Ozzy a entamé sa carrière solo, tout aussi chaotique qu'inspirante. Plus de 100 millions d'albums vendus, des tournées monumentales et une influence qui touche plusieurs générations.
Mais derrière la légende, c'est aussi un être humain qui s'est souvent perdu dans ses excès, comme la fois où il a mordu la tête d'une chauve-souris avec ses dents, car il croyait que c'était un jouet. Son dernier concert à Birmingham, intitulé Back to the Beginning, était bouleversant. Là où tout avait commencé, il a pu offrir ce qu'il méritait et ce qu'il nous avait donné. La ville était pleine de souvenirs et d'hommages, et on sentait le respect à chaque pas dans les rues de Birmingham. Et malheureusement, c'est seulement 2 semaines après ses adieux qu'Ozzy a tiré sa révérence, laissant Sharon et tous les fans de métal orphelins. Même si le métal est en train de se réinventer aujourd'hui, la figure d'Ozzy restera centrale et toujours inspirante, marquant à jamais l'histoire du genre. Merci Ozzy d'avoir été ce mélange unique de chaos, de talent et d'humanité. Longue vie à la mémoire du prince des ténèbres. Et voilà, c'est fini pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Promis, j'essaie de faire revenir Virginie, histoire de pas trop vous emmerder avec ma voix un chouïa trop grave. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode. Même si vous n'avez pas aimé, envoyez-le aux gens que vous détestez pour leur faire les pieds. Allez, on se retrouve le mois prochain. Ciao tout le monde.